Salut à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous suggère vraiment de faire, enfin si vous avez envie de savoir un peu ce qu'il en est de ma vie, si vous n'en avez pas envie c'est totalement ok. Bon bah voilà. Voilà, je suis revenue sur Paris, je suis retournée au travail, le retour au travail est très difficile. J'ai des heures sup, j'ai des fonctions que j'avais pas avant, des fonctions. Voilà, j'ai un volume horaire vraiment conséquent sur un nombre de jours réduit. Toujours autant de transport, donc c'est très difficile à gérer. Et psychologiquement, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas trop top ni trop claires en fait. Donc j'ai pas posté de vidéo et pas filmé pendant assez longtemps. Et voilà, je suis désolée. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos préférées à faire en général. Mes lectures récentes. Et alors là en fait, vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé et que j'étais en voyage cet été dans le sud, etc. machin, bon bref, je vais vous parler des lectures que j'ai faites cet été. Tadam! Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est beaucoup de livres. Donc on va se mettre au travail dès maintenant. C'est parti. On va commencer en fait avec les livres qui étaient au programme du club de lecture en juin, n'est-ce pas? Parce qu'en juillet il n'y avait pas de club de lecture étant donné qu'il y avait le... En fait je regarde mais je suis désolée, je me regarde parce qu'il y a les reflets et ça me saoule. Donc on va arrêter. Oui, en juillet il n'y avait pas de club de lecture parce que il y avait le Female Readathon ou le littératon féminin que j'ai organisé ce juillet. J'ai fait une vidéo à ce sujet si vous le souhaitez. D'ailleurs juste petit rappel, le club de lecture, il y a un groupe sur Facebook qui sera en barre d'infos et j'ai également créé un Instagram littéraire. Je parle uniquement de littérature, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous avez envie de voir des revues, des analyses, des partages d'œuvres en général, des réactions à chaud et des réflexions sur la littérature, la lecture, l'écriture, etc. et toutes ces choses. Donc en juin, au programme du club de lecture, on avait The Well of Loneliness de Radcliffe Hall, ou Hall, je pense, je ne sais pas. Et on avait Le Rivage des Cirques de Julien Gracq. Alors on va commencer avec Le Rivage des Cirques. C'était ma première fois pour du Julien Gracq. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, c'est juste que c'était un nom que j'entendais parfois. Et il y a des noms un peu comme ça qui me semblent être... comment dire? On les entend peu, ils sont peu souvent étudiés et pourtant ça fait partie vraiment de la littérature classique et qu'il faut avoir lu. Donc j'étais quand même assez curieuse, surtout que l'une d'entre vous, il me semble, me l'avait recommandé sur Instagram justement en me disant que c'était un livre qu'elle avait adoré. Je vais pas vous mentir, j'ai été assez décontenancée par cette lecture dans le sens où c'est une écriture très particulière, c'est une écriture qui est très minérale. On se retrouve dans un environnement qui en plus est très austère, très fantomatique, assez difficile en fait à vraiment se représenter. Il y a comme une sorte de flou qui entoure cette lecture qui est pourtant aussi quand même parsemée de longues descriptions et de beaucoup de détails. L'intrigue est extrêmement minimaliste et donc si on met tout ça bout à bout, ça fait un livre qui peut parfois être un petit peu dur à lire. Toutefois, c'est pas du tout une lecture que j'ai détestée. Je sais que certains et certaines d'entre vous qui ont participé avec cette lecture au club de lecture ont été assez déçus, n'ont pas apprécié, etc. Je pense que c'est le jeu aussi en fait d'un club de lecture et puis c'est bien aussi parfois d'être déçu par un livre parce que ça nous fait nous poser des questions, ça nous interroge sur ce qu'on aime, sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on arrive à capter d'un livre et sur ce qui nous est transmis. C'est pas en fait une lecture que je recommanderais, c'est pas une lecture qui m'a transportée, mais c'est pas une lecture qui m'a dérangée. C'est plus une lecture qui m'a un petit peu isolée et qui m'a plongée dans cet état presque de paralysie ou d'apathie assez étrange avec des moments qui étaient quand même aussi très beaux et très sensuels. J'ai quand même pu sélectionner, je sais pas si vous voyez, quelques passages qui était très beau. L'écriture en tout cas est vraiment élégante, le style est très élégant. Moi je ne l'ai pas du tout trouvé lourd, je sais que certaines personnes ont pu le trouver lourd. Je vais juste vous lire un extrait par exemple. Elle durait, une mince membrane vive, tout entière devenue folle, tout entière en proie à une nécrose géante, usant jusqu'à la dernière goutte de ses humeurs à sécréter de l'os, à étirer sous terre dans une verticale de cauchemar une de ces formidables carcasses que couchent à plat les airs géologiques.
Voilà. Alors tout ça aussi s'explique hein, parce que Julien Gracq en fait c'est un géographe de base il me semble, donc c'est pour ça aussi je pense qu'il y a ces descriptions, cette écriture minérale, etc. Voilà. Si vous l'avez lu, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu d'autres ouvrages de Julien Gracq, je suis aussi très curieuse. Alors on passe ensuite pour une lecture qui par contre m'a vraiment enchantée, c'est The Well of Loneliness de Radcliffe Hall. J'ai vraiment aimé cette lecture. C'est un roman qui est quand même assez long. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a eu une partie que moi j'ai trouvé un peu longuette, un peu vers la mi-fin. Je trouve qu'il y avait des passages... Bon, il y a eu un moment où j'ai senti que la dynamique et le rythme de l'œuvre faiblissaient un peu. Mais sinon, en règle générale, c'est vraiment une œuvre que je recommande et que j'ai adorée et qui devrait être 1 milliard de fois plus étudiée et plus présente dans les cursus littéraires, que ce soit en fait pour tout simplement l'écriture d'une époque, pour la description pour Paris et la campagne anglaise, pour la description et quand même l'homosexualité qui est présente en fait dans cet ouvrage, pour le côté d'inspiration autobiographique. Enfin bon bref, il y a vraiment plein de choses qui font que cette œuvre à mon sens aurait toute sa place dans certains cursus ou dans certains séminaires sur par exemple la découverte de l'homosexualité, sur le Paris le Paris d'après-guerre ou de guerre, enfin bon bref, beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je l'ai lu en anglais, je ne sais pas si la traduction était bien, je crois que Nabolita par exemple l'a lu, je crois, traduit, je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai vraiment aimé, je vous recommande absolument, ça a été une découverte pour moi, je connaissais pas du tout cette autrice et j'ai beaucoup aimé, donc vraiment je vous recommande. C'était le genre de livre dans lequel on se plonge et dans lequel on aime retourner, on aime en fait se dire ah ça y est, ce matin je me réveille, le livre m'attend, je retrouve le livre. C'est le livre où il y a des retrouvailles en fait, et ça c'est vraiment un genre de livre que j'adore. Alors, ensuite j'ai lu... Alors là, il y en a dans tous les sens. C'est pas en ordre chronologique, je vous préviens tout de suite. J'ai lu Eugène Onegin de Pushkin. J'avais déjà essayé de le lire en anglais, puis j'avais arrêté parce que bon, c'était pas le moment. Là, je l'ai lu du coup en version française. Parce qu'en réalité, il n'y a pas, vu qu'il a été écrit en russe, il n'y a pas réellement de raison à ce que je le lise en anglais plutôt qu'en traduction française. Eugène Onegin, c'est un livre particulier parce que c'est un roman qui a été écrit en vers. Pushkin, c'est vraiment l'un des auteurs les plus importants de la littérature russe. C'est un des auteurs qui a réussi à, entre guillemets, populariser la littérature russe. C'est vraiment un livre qui se lit très facilement, les rimes sont délicates, l'écriture est délicate, les images sont très délicates aussi, il y a un humour qui est particulier, c'est vraiment fin, c'est savoureux. La présence du narrateur également est très intéressante. Moi j'aime beaucoup ce genre d'œuvre où en fait le narrateur est présent et où il y a un jeu, une forme de connivence qui s'installe avec le lecteur. Là c'est vraiment le cas, c'est une histoire assez classique en fait. Voilà. Et qui préfigure, enfin pas qui préfigure, mais enfin c'est un peu étrange dans le sens où Pushkin Pushkin est mort lors d'un duel en fait, et là il y a également un duel où le personnage meurt, enfin, c'est un peu bizarre quand on y pense, voilà. Mais je ne peux qu'imaginer qu'en russe ça doit être vraiment magnifique en fait, parce que c'est vraiment considéré quand même comme le roman presque. Alors non, il y a quand même La guerre et la paix, enfin bon bref, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment l'un des romans russes les plus importants. Et c'est vrai qu'en français la langue est vraiment exquise, et donc j'imagine qu'en russe c'est encore plus vibrant et encore plus parlant. On va rester dans la littérature russe du coup, si ça ne vous dérange pas. J'ai lu, oh mon dieu Seigneur, j'ai lu une merveille. J'ai lu Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Alors Le Maître et Marguerite de Bulgakov, c'est typiquement... C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Ça fait des années que je me dis faut que je lise, faut que je lise. Et en fait c'est le genre de livre où je pressentais que ça allait être génial. Je pressentais que ça allait être vraiment un bouleversement, une rencontre incroyable, un amour aux premières lignes. Et donc je voulais réserver ce livre pour après. Et puis là je me suis dit non, c'est le moment, parce que j'ai voyagé en Russie cet été. Et en fait j'ai adoré. Donc j'ai un post à ce sujet sur mon Instagram, je vous invite donc à aller le voir. Je vais pas vous en parler beaucoup dans cette vidéo parce que je pense que j'essaierai d'en parler d'une manière un peu plus approfondie et presque dédiée, parce que ça a été, je sais pas comment vous expliquer, ça a été vraiment un coup de foudre. J'ai lu ce livre et je me suis dit mais quel génie, c'est le genre de livre que j'attends, c'est le genre de livre que je veux, que mon âme
plébiscite et demande, c'est d'une profondeur, d'une richesse incroyable. J'ai adoré le style, même bon c'est en traduction, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré toutes les différentes composantes en fait de ce roman. Il y a de tout dans ce roman, c'est vraiment pour moi l'œuvre d'un génie en fait, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire, c'est l'œuvre d'un génie. Si vous n'avez pas lu ce livre, mais courez, vous le procurez immédiatement, lisez-le, vous serez... je pense pas que quelqu'un puisse ne pas aimer ce livre en fait. Si c'est le cas, dites-le moi, je serais très curieuse de savoir comment et pourquoi. Alors ensuite on va rester en Europe de l'Est pour le moment, on va passer à de la littérature hongroise. J'ai lu de la littérature hongroise parce que je suis retour... Ah non, on va rester en russe. J'ai aussi lu Une confession de Maxime Gorky, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors attention, entre ces deux livres, rien à voir. Ici c'est l'exubérance, le génie, la folie, le baroque, voilà, tout. Ici c'est l'austérité, la campagne, la ruralité, la religion, le sacrifice, la quête spirituelle, existentielle. Alors, si vous aimez les œuvres avec une intrigue, avec des rebondissements, des péripéties, un côté romanesque et un déroulement jusqu'à voilà, un dénouement, vous n'aimerez peut-être pas ce livre qui est quand même assez statique. Alors, pas statique parce que dans un sens c'est un mouvement perpétuel vu que le personnage principal erre entre guillemets à travers la Russie pour trouver ce qu'il cherche, pour trouver des réponses à ses questions existentielles, mais c'est quand même assez statique dans le sens où voilà, c'est ça l'intrigue, c'est ce qui se passe de A à Z plus ou moins. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est des réflexions sur un courant de pensée ou un courant politique qui était aussi très présent dans les réflexions de Tolstoï, qui est un christianisme mêlé d'anarchisme, et donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, je trouve ça passionnant. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des réflexions extrêmement humaines, extrêmement féministes aussi, vraiment. Et c'est une autre vision de la Russie, c'est-à-dire que voilà, la Russie c'est ça, en tout cas en littérature hein, je parle, et c'est aussi ça. Et je pense qu'il faut avoir, si on veut en tout cas s'intéresser à cette littérature, il faut avoir un mix des deux, il faut avoir une vision qui englobe ces deux pans de la littérature. Il y en a d'autres aussi, mais ce côté très austère et presque métaphysique, et ce côté qui est aussi quand même une réflexion assez profonde hein, sur le sens de la vie, le sens de l'art, le sens de la littérature, de la transmission, etc. La transgression, enfin de beaucoup de choses, mais avec un côté farcesque, un côté démesuré, et un côté baroque, et... Ah bon bref, j'adorais les deux. Il faut avoir un peu une vision des deux, donc je vous encourage fortement à vous tourner un peu vers voilà, des œuvres qui permettent d'englober, pour apprécier un petit peu cette littérature incroyablement riche. On passe donc à la littérature hongroise. J'ai lu La Porte de Magda Szabó. J'ai pas du tout aimé. Szabó, je pense. Ou Szabó. J'ai pas du tout aimé. Voilà. C'est censé être magnifique. Beaucoup de gens ont aimé apparemment. Moi j'ai vraiment détesté en fait. Pour être honnête, hein, je l'ai même pas fini. Je me suis arrêtée un peu avant parce que c'était inlisible. Enfin, pour moi j'arrivais pas à le lire en fait, tout simplement. Inlisable plutôt que invisible. Enfin j'en sais rien. Bon bref, peu importe. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme qui raconte sa relation avec une vieille femme qui devient sa domestique. Voilà. J'ai pas du tout apprécié. S'il y en a qui ont aimé, dites-moi pourquoi, je suis très curieuse. J'ai ensuite lu Liquidation d'Imre Kertész. Alors vous voyez, ça c'est le genre d'ouvrage où c'est hyper intéressant à lire, ça offre des pistes d'exploration et d'analyse et d'études vraiment très poussées et nombreuses. Par contre la lecture est pas forcément agréable. C'est le genre d'œuvre qui est intéressante pour le contenu mais aussi pour la manière dont c'est fait, avec des mises en abîme et avec une métatextualité qui est assez intéressante. C'est assez sombre hein, quand même. Voilà, pas à mettre forcément entre toutes les mains parce que c'est pas vraiment abordable. Je trouve que c'est pas une lecture qui est extrêmement facile. La narration est assez tortueuse et sinueuse à dessein, hein, c'est fait exprès. Voilà, mais en tout cas Imre Kertész c'est quand même un grand nom de la littérature hongroise, hein, donc ça vaut la peine d'être lu. J'avais envie d'un livre plus petit que Être sans destin, voilà. Alors ensuite, j'ai aussi lu en littérature hongroise... Oh, je l'ai rangé, bon je sais pas où il est. J'ai lu EPP
on imagine. Et Pépé, c'est une œuvre qui m'a beaucoup plu, qui est très différente de ce que j'ai l'habitude de lire, qui était très kafkaesque et ubuesque, donc qui s'inscrivait quand même résolument dans quelque chose d'absurde et en même temps un grand commentaire. Enfin, en tout cas, ça peut être déployé sous forme de commentaire, à mon avis, politique et social. C'est l'histoire d'un linguiste qui, en fait, prend un avion et lorsque son vol atterrit, il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît absolument pas et dans lequel il n'arrive pas à se faire comprendre, dans lequel il n'arrive pas à dire qu'en fait, il veut retourner chez lui et que tout ça est une gigantesque erreur. C'est vraiment une lecture... je pense que beaucoup de gens pourraient aimer. Alors bien sûr les ressentis qu'on a lorsqu'on lit cette œuvre, ce ne sont pas des ressentis positifs parce qu'on se sent effectivement perdu, déboussolé, paniqué, bloqué, coincé, oppressé. On a tous ces ressentis en fait que sont vraisemblablement ceux du protagoniste qui se retrouve coincé dans ce monde où en fait il est incompris, il ne peut se faire comprendre, aucune institution apparemment n'existe, voilà. Ça ressemble à un cauchemar horrible dont il ne peut se réveiller. C'est vrai qu'on ressent ça à la lecture, mais c'est du coup quand même une écriture réussie dans le sens où effectivement il y a une transmission des émotions au lecteur. Je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens qui aiment l'absurde, qui aiment peut-être le côté un peu dystopique. Ouais, c'était une lecture vraiment intéressante, ça m'a surprise, je m'attendais pas à ça, j'étais agréablement surprise et c'est un ouvrage qui me semble n'est pas très connu, enfin en tout cas je ne vois personne en parler, donc voilà, je vous encourage à le lire, tout sera en barre d'infos d'ailleurs. Ensuite j'ai aussi lu ce petit recueil en littérature hongroise d'Attila Joseph, je pense, ou Joseph, Ni père ni mère, voilà. Écoutez, Attila Joseph c'est vraiment un des poètes les plus connus de la littérature hongroise. C'est vraiment le poète maudit si vous voulez, un peu l'image qu'on a du poète maudit, bon bah son existence il correspond assez. Ce petit recueil, je peux pas trop juger de l'œuvre en entier vu que je n'ai lu que ce petit recueil, mais ça a été une poésie assez, je sais pas trop comment dire, assez simple, assez prosaïque presque, un côté extrêmement concret, réel. Il y a quand même des moments où on sent une influence surréaliste et presque symboliste, je trouve. J'ai pas mal aimé, honnêtement. Il y avait des petites choses qui étaient extrêmement pointues, par exemple, quand elle contractait l'épaule en un frisson, c'était que sur ses pas l'admirait un garçon. Ça j'ai trouvé que c'était beau. Un autre poème que j'ai aimé. Les salades dans la rosée du soir frissonnent et murmurent sourdement. Elles pourraient s'envoler avec des cris stridents. Mais elles lissent leurs plumes avant de se rasseoir. Ricanement d'enfer assourdi, molles foulées dans la prairie. Les ramures des cerfs s'affalent, à moins que les branches poursuivent les pétales. Porc dont le jarret serait jaspé, je m'assois sur un dieu dans le bois découpé. Ohé deuil de velours, dans le lait montre-toi. Je meurs et ma barbe imposante s'accroît. Et si ma peau, les cieux, se contractent et rentrent, tout va tourbillonner de mon dos à mon ventre. Petit et gras pulluleront immédiatement les astres minuscules vers blanc. Alors vraiment j'adore la dernière strophe. Hein. Et même le dernier vers, j'adore. Les astres minuscules vers blanc. Donc voilà, c'est au dos du recueil, ils disent qu'en fait Éluard, Sarah et Cocteau lui ont rendu d'éclatants hommages. Je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à présent, ce qui est extrêmement dommage. J'essaye de prévoir un podcast ou une vidéo sur la littérature hongroise, donc on en reparlera sûrement. Si vous vous intéressez aux littératures de l'Est, à la poésie, voilà, je vous le recommande, c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, là on passe à des œuvres que j'ai lues plus pour le travail en fait, donc les cours. J'ai lu Le Verdict et À la colonie pénitentiaire de Kafka. J'aime toujours autant Kafka, j'aime beaucoup Kafka, je trouve que c'est juste délicieux en fait, voilà. Enfin, c'est sans doute bizarre d'apposer cet adjectif à l'œuvre de Kafka qui est juste horrible dans un sens et qui... Mais l'écriture de Kafka est délicieuse et puis c'est juste extrêmement bien fait. Et La colonie pénitentiaire, j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que j'étudierai du coup avec certaines de mes classes. Bon, j'ai dû m'arrêter pour aller vider la carte mémoire et je me rends compte que la vidéo est super longue, donc je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, mais en fait voilà, j'ai tous les livres dont il faut parler et pourtant je crois que je suis assez rapide. Donc je disais donc, alors, au club de lecture ce mois-ci, le mois d'août, pardon,
Il y avait Nana de Zola, il y avait Discours sur le colonialisme de Césaire et Femmes d'Alger dans leur appartement d'Assiette Gébar. Donc on avait un choix très éclectique. J'ai commencé par Nana de Zola, c'était une relecture pour moi. C'est l'ouvrage que je compte étudier avec mes secondes, c'est l'un de mes Zola préférés. Je trouve que c'est une œuvre magnifique dans laquelle on se rend compte de toute l'humanité, la bonté de Zola, toute sa finesse et toute, je trouve, juste toute l'humanité qu'il a à décrire ce personnage de prostituée, de femme de spectacle qu'est Nana. Pour moi, hein, il n'y a aucun voyeurisme dans cette œuvre. Il nous décrit la complexité de ce personnage, il nous décrit ça sans tomber dans l'angélisation en fait de la femme, sans non plus présenter un portrait hyper... Enfin voilà, on tombe pas en fait dans des clichés tout simplement, hein, pour la faire courte. Nana est un personnage complexe, pluriel, comme un vrai personnage. Il nous décrit les violences et l'hypocrisie de la police et de la société vis-à-vis des prostituées. Il nous décrit les conditions horribles de travail que sont celles que connaissent les prostituées. Il s'intéresse à la bisexualité, il s'intéresse au rapport entre les femmes. Les descriptions sont magnifiques. C'est aussi un magnifique portrait ou en tout cas tableau du monde du théâtre à cette époque-là. Enfin bon, bref, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas aimer Nana de Zola. Si en tout cas on passe pas à côté, je pense, de l'intention de l'auteur. Si vous n'avez jamais lu de Zola, je sais pas si je vous recommande de commencer par Nana, c'est peut-être pas le plus facile, mais en tout cas ça vaut le coup d'être lu. C'est vraiment un roman magnifique en fait, un roman mais je trouve vraiment magnifique, aussi bien pour le style que pour le contenu, que pour enfin vraiment toute l'humanité je trouve qu'on peut percevoir là-dedans. Et puis, non, enfin c'est juste génial en fait. Après si on le lit avec un esprit un petit peu d'analyse, les échos qu'on trouve, les références qu'on y trouve, les jeux de peinture presque qu'on trouve dans l'œuvre, enfin c'est juste magnifique comme œuvre vraiment à étudier. J'espère que ça se passera très bien avec les secondes parce que ça me ferait vraiment mal au cœur en fait de passer des séances horribles sur un tel chef-d'œuvre. Alors ensuite, Assiette Gébar, Femme d'Alger dans leur appartement, c'était la deuxième œuvre que je pensais étudier avec mes secondes, mais alors ça va pas le faire du tout parce que c'est vraiment pas adapté au niveau seconde, je trouve. C'est un recueil de nouvelles en fait où on suit des femmes algériennes qui parlent entre elles, qui se racontent. C'est une écriture qui est... Qui m'appelle comme ça ? C'est une écriture qui est très poétique, mais qui est parfois très difficile à suivre. La chronologie n'est pas vraiment très explicite ni même très facile à percevoir. Il y a beaucoup de discours rapportés, de discours indirects libres, de polyphonie, de confusion un petit peu sur qui parle de quoi, comment, quand. Donc ça peut être très intéressant. Moi j'ai vraiment apprécié aussi cette lecture dans un sens. Mais si vous aimez encore une fois des romans ou des renouvelles qui sont un peu plus linéaires, structurés, qui suivent une intrigue, je vous le recommande pas du tout parce que ça va pas vous plaire. Mais alors pas du tout. Concernant le discours sur le colonialisme de Césaire, je sais pas si je vais finalement l'étudier avec une de mes classes parce qu'en fait... Alors ce que j'ai aimé, c'est effectivement les idées sur le colonialisme, ça voilà, il n'y a aucun problème, pas du tout. J'ai aimé la langue de Césaire, j'ai aimé le ton de Césaire, l'ironie qu'il peut y avoir. J'ai trouvé que parfois c'était quand même un peu répétitif. Un problème pour moi c'est qu'il n'y a pas de source dans cette œuvre, donc parfois il va nous citer des personnes et on n'a aucune source. Donc pour moi ça c'est un peu problématique. Et dans cette même veine un petit peu de la crédibilité, attention hein, quand je dis crédibilité c'est pas du tout de ce que dit Césaire de la colonisation. Je suis entièrement d'accord avec lui sur ça, enfin en tout cas ce qu'il dit dans ce livre. Mais c'est plus que voilà, les sources ça manque. Et puis à un moment donné il nous parle en fait des théories de Cheikh Anta Diop, je crois qu'il s'appelle, qui avait des théories comme quoi les Égyptiens de l'époque antique étaient noirs, et ça fait bien encore des personnes qui le pensent. Alors on sait que c'est pas vrai en fait grâce aux tests ADN sur des momies, etc. À l'époque de Césaire, je pense qu'on n'avait pas accès à toutes ces informations, donc ça peut être plus ou moins accepté. Mais bon voilà, quand on souscrit à une théorie qui est incorrecte, et qu'en plus il n'y a pas de source sur les autres choses qu'on va apporter dans le court texte, ça pose un peu question en fait.
Et moi ce qui m'a beaucoup gênée, c'est qu'en fait il n'y a aucune mention des femmes. Aucune, pas la moindre. Que ce soit des femmes en général ou que ce soit des femmes noires, elles sont totalement absentes de la réflexion de Césaire sur la société en général et sur l'humanité et sur l'histoire. Je vous dis juste la première page en fait pour vous montrer. Il nous dit: le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Voilà. Alors est-ce que en fait ce qu'il veut dire c'est que le patriarcat ça n'a pas été la conséquence de ces 2 siècles de bourgeoisie? Moi je pense pas, parce qu'en fait il en parle jamais des femmes, et en plus dans le colonialisme il y a de quoi parler des femmes, donc pour moi ça c'était un énorme manquement, ça m'a vraiment gênée lors de ma lecture. Ensuite j'ai lu Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales, parce qu'on me l'avait conseillé et qu'apparemment ça allait me réconcilier avec Yourcenar. Pas du tout. J'ai trouvé que le style était bien, beaucoup moins lourd que dans les 2 autres œuvres d'elle que j'ai lues, mais quand même rien de fou non plus. C'est pas vraiment des nouvelles, c'est quand même plutôt des contes, et c'est pas du tout un genre en plus que j'apprécie. Et quand bien même 2-3 fois j'ai trouvé que le conte en lui-même était intéressant, bah en fait ça, pour moi ça c'est pas Yourcenar en fait, parce que ce sont des contes qui existaient, qu'elle a écrit avec son style, avec ses mots choisis, mais l'idée, l'histoire, si vous voulez, l'intrigue, c'est pas du tout elle qui l'a inventé. Donc voilà, la seule chose qui à la limite m'a plu, ça n'est pas d'elle. Donc non, Yourcenar ça le fait pas du tout pour moi. Et honnêtement, hein, je l'ai pas fait parce que voilà, je me suis dit stop, mais j'ai trouvé aussi là-dedans des choses qui quand même étaient fortement reliées à pour moi une forme de misogynie assez étrange que je retrouve dans l'œuvre de Yourcenar. Allez, on va aller vite. Ensuite, de Césaire, toujours, j'ai lu Une tempête que j'ai pas mal appréciée. Bon, rien de fou en fait, je suis désolée, mais voilà, c'est une petite œuvre, une petite pièce de théâtre. J'aime pas trop le théâtre, c'est super court, donc ça non plus, ça me plaît pas trop. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, on n'a pas le temps de développer des personnages hyper complexes ou des ramifications stylistiques qui seraient extrêmement intéressantes. Voilà. Par contre, ça reste intéressant et je pense que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus étudié au collège et au lycée pour changer un peu des habituels Molière, par exemple. Et c'est une réécriture de Shakespeare, d'accord, pour parler du colonialisme. Voilà. Je dis pas du tout que c'était une mauvaise lecture, je pense que ça devrait être quelque chose, une lecture en tout cas beaucoup plus obligatoire et beaucoup plus présente dans les cursus scolaires, mais voilà, pour moi c'était pas non plus, en termes de littérature et d'art, c'était pas incroyable. Ensuite, on va finir avec 2 œuvres que j'ai aussi lues pour le travail. J'ai relu La Parure et autres nouvelles de Maupassant, et en fait Maupassant, mais... Alors Maupassant il est quand même un peu misogyne aussi, hein. Mais au-delà de ça, Maupassant c'est quand même un très très bon auteur qui à mon sens est sous-estimé parce qu'il est cantonné à cette idée de Maupassant, tu le lis au collège et ça suffit. Alors que non, Maupassant il a quand même écrit Une vie par exemple, c'est pas rien, et il a des réflexions qui sont ultra pertinentes et qui peuvent être abordées bien après en fait le collège. Donc je suis toujours contente en fait de lire du Maupassant. Et donc dernière œuvre, j'ai relu en français parce que je l'ai lu en anglais, I Know Why the Caged Bird Sings. J'ai lu Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Je sais pas comment vous dire ça, c'est une œuvre importante à lire je pense, c'est une autobiographie, enfin en tout cas c'est le premier tome de l'autobiographie de Maya Angelou qui est une longue autobiographie. En fait c'est intéressant, ça peut être touchant. C'est intéressant pour l'alternance de voix entre l'autobiographie dans le sens où c'est Maya Angelou à un certain âge avec ses positions militantes et son passé et ses expériences qui nous parlent, et aussi des fois le regard de l'enfant qui est présent. Ça peut être intéressant voilà, à être étudié, c'est l'œuvre que j'ai choisie pour travailler avec les 3e sur l'autobiographie. Maintenant au niveau du style, et je l'ai lu en anglais donc je peux aussi vous parler du style en anglais, à l'époque j'avais déjà trouvé que le style était par contre vraiment pas... Enfin, pour moi c'est pas un style impressionnant, voilà. Mais ça reste... Du coup je pense en fait que ça peut plaire à ceux qui sont plus dans des lectures à personnages, des lectures à expérience, des lectures récits de vie, voilà. Et qui sont peut-être intimidés par un style un peu plus... soit poétique, soit précis, descriptif et un petit peu plus savant et érudit. Ça peut être un bon compromis. Waouh, on va s'arrêter là parce que c'était une vidéo super longue et je suis fatiguée de l'avoir filmée, et quand je pense que je vais devoir
m'atteler au montage, même si ce sera un montage très très sommaire. Voilà, je vous incite fortement à me dire, non je vous incite fortement, c'est vraiment un peu trop là, je vous encourage à aller voir mon Instagram de littérature, à aller voir également mes podcasts de littérature si vous ne l'avez pas fait, tout est en barre d'infos, le club de lecture, ce mois-ci, le mois de septembre, nous lisons quoi déjà? Nous lisons Garçon de cristal d'un auteur dont j'ai oublié le nom et je vais mal le prononcer en plus, donc désolé. C'est sur mon Instagram et c'est sur le club de lecture sur Facebook. Garçon de cristal d'un auteur taïwanais et on lit également Les Chants de Mal d'Aurore de Lauré Hamon. Donc voilà. 2 œuvres très lourdes, très belles pour le moment et qui, j'en suis sûre, provoqueront beaucoup de réactions dans celles et ceux qui décideront de participer au club de lecture pour septembre. Voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez lu ces derniers temps, n'hésitez pas à me dire comment se passe votre rentrée, ce que vous aimeriez voir comme contenu littéraire sur cette chaîne à l'avenir, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!